Soyez les bienvenus, bonsoir. On est très content de vous avoir ici pour la 8e édition, si je vois bien, n'est-ce pas Jérôme? La 8e édition de Voix au chapitre. Donc c'est un format maintenant établi, on va dire ça comme ça. Bien qu'il y ait une sorte d'innovation ce soir, parce que c'est la première fois qu'on présente et qu'on discute une revue, des contributions dans une revue. Jusqu'alors, c'était que des monographies. Donc, on va certainement poursuivre cette voie. D'ailleurs, peut-être aussi un jour, un soir, discuter qu'un article, parce que ce que nous intéresse, c'est quand même toujours l'intérêt que portent les textes ou le texte. Alors, je vais juste dire un grand merci à nos partenaires. Donc c'est l'association entre revues et l'IMEC. Donc l'IMEC, je ne sais pas si vous êtes tout à fait au courant de cet acronyme. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les acronymes. Donc c'est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui a une longue coopération déjà avec l'École des hautes études. Et donc, on est très reconnaissant, je suis très reconnaissant à François Borde de modérer cette séance qui tombe particulièrement dans l'actualité. Donc, je ne veux pas dire que la liberté de l'expression, liberté dans la science, la liberté des sciences sociales, l'utilité des sciences sociales, c'est un thème bien sûr aussi déjà ancien. On pourrait écrire une histoire de cette problématique, mais depuis, j'ose même pas dire quelques jours, mais en tous les cas depuis un certain temps déjà, et notamment depuis quelques jours, l'actualité est encore plus brûlante peut-être que jamais, et d'autant plus nécessaire, et bien sûr une discussion. Alors, merci encore, et très bonne discussion, et peut-être il y a aussi un peu d'avis divers et différents, parce que c'est quand même aussi le différent justement qui fait la vie, et peut-être vous n'êtes pas tous d'accord avec le constat qu'il y a plus de liberté, parce que moi par exemple, je pense quand même que notamment ici à cette école, on peut encore tout dire, dans la limite de la loi, bien sûr. Je suis juriste, c'est pas ça que je me permets de le dire, mais dans la limite de la loi, on peut, je crois, quand même se réjouir d'une liberté d'expression ici. D'ailleurs, cette soirée, et on est la preuve. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Rainer Maria Kieshoff. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis très, très heureux et honoré, et très intimidé aussi d'animer et de modérer cette renconre qui est née d'un dialogue avec Jérôme Malouat. Donc moi je suis François Borde, je suis directeur de la recherche à l'IMEC. L'IMEC et l'école sont liés historiquement depuis longtemps, et nous avons des partenariats très actifs, et en discutant avec Jérôme me présentant cette série, donc c'est la 8e ce soir, Voix au chapitre, je me suis dit, mais alors, tentons quelque chose, et imaginons quelque chose, et pourquoi pas une revue. Et très vite s'est imposée la revue Communication, qu'on va donc... qui est l'objet de cette soirée. À l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, nous conservons des archives de maisons d'édition, dont d'ailleurs les éditions du Seuil, qui publient cette revue, des archives de sociologues aussi, dont les archives d'Edgar Morin, le fondateur de Communication. Et comme l'IMEC a historiquement aussi des liens avec Entre Revues, la Revue des Revues, qui est l'association qui organise le salon de la revue et qui tient sur son site internet un annuaire des revues, à la fois historiques, mais aussi les revues qui se créent, puisque la forme revue persiste et perdure, et contre vents et marées, et elle tient et elle se transforme. Nous avons saisi cette occasion. Alors, Communication, c'est une revue vraiment très importante. Elle a été créée en 1961 par Georges Friedman, Roland Barthes et Edgar Morin. Elle se présente elle-même comme cela sur son site. Elle se définit comme une publication de référence sur l'étude des communications de masse et des analyses sémiologiques en France.
Elle a rapidement acquis un rayonnement international. Depuis les années 80, elle a élargi ses thèmes aux questions anthroposociales et elle publie des articles inédits de scientifiques renommés comme de jeunes chercheurs en ouvrant des pistes de recherche nouvelles et en privilégiant une transdisciplinarité exigeante. Je crois qu'elle tient promesse, elle continue de tenir cette promesse. En témoigne ce numéro, le numéro 114, Liberté pour les sciences humaines, qui annonce tout de suite la couleur. Je vous lis juste le début, pour donner le cadre général. En quelques phrases, le cadre est donné. Depuis une dizaine d'années, un peu partout dans le monde, avec des intensités différentes selon les contextes politiques et culturels, les sciences humaines et sociales font l'objet de disputes, de querelles, parfois d'hostilités et d'attaques frontales. En un sens, la concomitance de ces critiques témoigne de la mondialisation récente des sciences sociales. Elle témoigne aussi, à contrario, d'une fragmentation, d'une fermeture du monde et d'un retour des formes autoritaires du pouvoir politique. Voici les deux, le cadre fixé tout de suite. Et pour en parler ce soir, nous allons procéder en 3 temps. Tout d'abord, donner la parole à la revue qui va présenter ce numéro et aux directeurs et directrices de ce numéro. Puis une discussion. Et enfin, eh bien, nous vous donnerons la parole pour un échange qui ne manquera pas, à mon avis, d'être nourri, tant les approches, les cas étudiés sont variés, ouverts, et tant l'actualité, comme vous l'avez dit en ouverture, nous mobilise et nous met en vigilance redoublée, peut-être. Alors, interviendront donc pour la revue Nicole Lapierre, qui est anthropologue, sociologue, directrice de recherche au CNRS, co-directrice de communication avec Edgar Morin, et autrice aussi l'an dernier d'un livre très subtil sur ce qu'est la recherche et sur ce qu'elle a été le plus menteur d'entre nous. Et avec elle, pour présenter la revue, Evelyne Ribert, qui est sociologue au laboratoire d'anthropologie politique, comme Nicole Lapierre, chargée de recherche au CNRS et spécialiste des liens entre migration, mémoire et appartenance nationale. Et enfin, Philippe Roussin, qui est, lui, rattaché au CRAL, directeur de recherche, spécialiste de théorie littéraire, travaille particulièrement sur littérature et démocratie et qui a co-dirigé ce numéro. Donc peut-être on vous donne la parole d'abord pour nous présenter à la fois la revue et aussi ce numéro. Bonjour à toutes et à tous et merci à Rainer Maria Kissoff et à François Borde et à Voix au chapitre pour accueillir pour la première fois une revue qui est aussi une vieille revue de l'école et nous en sommes, je crois, je parle au nom de, non seulement de nous trois, mais du comité de rédaction de la revue, nous en sommes très heureux. Alors, je vais très rapidement esquisser l'histoire de cette revue, parce qu'au fond, l'histoire d'une revue témoigne d'un pan de l'histoire des idées et aussi d'un pan des questions sociétales qu'elle a traitées ou traversées. Communication a été créée à l'automne 1961 par Georges Friedman, Roland Barthes et Edgar Morin au sein du Centre d'études des communications de masse, CECMAS, fondé à la 6e section de l'École pratique des hautes études en 1960. Georges Friedman, qui était le plus ancien à l'époque, Barthes et Morin étaient les deux jeunes chercheurs qui travaillaient avec Friedman, sociologue du travail, comme vous le savez sans doute, était aussi un bon connaisseur des travaux du sociologue américain Paul Lazarsfeld sur ce qu'on appelait aux États-Unis les mass médias, communication de masse étant la traduction de ce terme. Et à ce propos, je voudrais, vous me permettrez, une seule citation, citer Barthes en 61, à cette époque-là. C'était pas dans Communication, c'était dans les Annales. Barthes, donc, oui. La recherche sociologique ne peut rester indifférente à ces phénomènes massifs de notre société contemporaine que sont la presse, la radio, la télévision, le cinéma, la publicité, toutes ces voies, médias, par lesquelles l'information et le rêve, indissolublement mêlés, sont quotidiennement communiqués à des millions de consommateurs.
Ce sont là des phénomènes considérables que l'on devra fatalement étudier dans toutes leurs dimensions économiques, sociologiques, idéologiques, anthropologiques. Alors, j'ai choisi cette citation d'abord parce que, évidemment, elle résonne pour nous qui avons affaire à d'autres phénomènes massifs à l'ère des réseaux et de l'intelligence artificielle, et aussi parce qu'elle pose d'emblée une exigence qui a toujours été celle de communication de pluridisciplinarité. Comme l'a rappelé François Borde, Communication est devenue une publication semestrielle thématique de référence sur les communications de masse et les études sémiologiques qui, dans les années 60, ont connu un très grand essor. Puis elle s'est diversifiée, renouvelée, c'est l'avis d'une revue, au gré de l'histoire vivante du centre de recherche auquel elle était rattachée, évidemment des recherches, des intérêts de ses membres, mais plus encore, je crois, au fil des questionnements suscités par les mouvements de la société. À ce propos, et permettez-moi encore un retour très en arrière, le numéro 12, publié fin 68, était intitulé « Mai 68, la prise de parole ». Et ce numéro prenait le risque explicitement assumé de l'analyse à chaud. Il comprenait notamment un article d'Edgar Morin sur une sociologie de la crise et un autre de Roland Barthes sur l'écriture de l'événement. D'autres numéros, plus tard, seront d'ailleurs consacrés à l'événement, 18 en 72, à la crise, 25 en 76, mais aussi, j'ai envie de le signaler avec Serge Moscovici, à la nature de la société en interrogeant de façon pionnière la coupure entre nature et culture. Dans la foulée, à partir des années 80, la revue a élargi ses thèmes, en effet, aux questions bio-anthroposociales, en défrichant de nouvelles thématiques. Elle n'a pas pour autant délaissé ses sujets premiers tels qu'ils se présentaient désormais. En témoignent par exemple les deux numéros sur le parti pris du document, 71 en 2001 et 2006, dirigés par Jean-François Chevrier et Philippe Roussin, ou encore les cultures du numérique, 88 en 2011, dirigés par Antonio Casilli, c'était 2011, et je crois qu'il serait bon qu'on y revienne. Bon, je ne vais pas évoquer les 115 volumes publiés, mais pour conclure cette brève présentation, si je me réfère à la période récente, il me semble que les questions politiques y reviennent avec plus d'insistance. Reflet, sans nul doute, des évidentes préoccupations, et préoccupation est le mot faible de notre époque. D'où par exemple un numéro sur les droits humains en 2019, dirigé par Véronique Naumgrapp et moi-même, un autre sur race et racisme en 2020, dirigé par André Burguière, et un autre encore sur les post-censures, également en 2020, dirigé par Catherine Brun et Philippe Roussin. Il y a eu bien d'autres thèmes, bien sûr, et je ne suis pas en train là de citer par... je suis obligée de prendre quelques exemples, il y a eu beaucoup de choses passionnantes. Mais je voulais insister sur cette thématique politique qui insiste, car ce sont, vous le savez, des préoccupations qui touchent également les conditions mêmes de l'exercice de nos métiers, et on l'a vu encore récemment avec les déclarations d'Antoine Petit sur les éventuels laboratoires d'excellence. Et ce sont ces préoccupations qui nous ont donc conduits, à l'initiative de mon voisin Philippe Roussin, à concevoir le numéro que nous vous présentons ce soir. Donc peut-être Evelyne ou Philippe pour présenter maintenant ce numéro. C'est vrai que la thématique politique est revenue. Je me rappelle de ce numéro sur les post-censures qui est toujours d'actualité. Enfin, il y a toujours beaucoup de questions soulevées. Philippe, peut-être ? Merci. Alors merci bonjour d'abord effectivement à chacun et à chacune. Merci aux organisateurs de cette séance et puis aux collègues qui ont accepté de discuter parfois au débeauté. Ça s'est passé assez rapidement, ce numéro.
Donc le numéro a été conçu il y a 3 ans, c'est qu'en fait il a rencontré un certain nombre d'autres événements. J'en citerai 2. Bon, c'était le colloque Sciences sociales en danger à l'école. Et puis la journée d'études autour de la liberté académique qui s'est tenue à Sciences Po. Et donc le numéro s'est nourri en fait en partie de ces deux événements. Donc à l'arrière-plan, je dirais qu'il y avait effectivement les interrogations et les critiques envers les sciences sociales qu'on entendait depuis un certain nombre d'années, venues en France, mais pas seulement, je vais y revenir, venues soit du politique sur des sujets assez sensibles, notamment depuis 2010-2015, ou venues des sciences naturelles sur d'autres types de questions, des questions au fond interdisciplinaires, ou des questions d'administration de la preuve qui nous étaient posées. Mais il y avait aussi, à l'arrière-plan du numéro, alors c'est le bénéfice d'intervenir peut-être après d'autres qui ont réagi à chaud, il y avait une certaine perplexité, sinon une incompréhension devant les réponses, au fond, qui ont alors émané de nos milieux. Donc, je vais citer deux exemples, si vous voulez. Par exemple, à l'occasion de la loi sur la programmation de la recherche, les réponses sous forme de livres ou de numéros de revue n'envisageaient que la réalité hexagonale. Et donc, elles interrogeaient rarement le niveau européen et pratiquement jamais l'international, c'est-à-dire ce qui se passait hors des frontières. C'est-à-dire ce qui avait pu se passer au Japon il y a 10 ans ou il y a 15 ans, au moins sur le papier, n'était jamais interrogé. Ce qui se passait aux États-Unis, n'en parlons pas, et en Russie non plus. Alors, donc on se trouvait face à une faible prise en compte des dynamiques internationales dans les questionnements. Je veux dire qu'effectivement, je parle sous le contrôle de Françoise Dossé ou d'Alain Blum, je pense qu'il s'est passé depuis 2022 a fait revenir les problématiques internationales au centre des questions des SHS. Mais c'était la même chose dans, par exemple, les débats de l'époque qui ont changé depuis sur le wokisme en France. C'est-à-dire là, tout le mal venait des États-Unis. Et donc, moi, ça me rappelait beaucoup ce livre formidable de Philippe Roger, L'ennemi américain. C'était exactement les mêmes thèses. Bon. Et ça me rappelait aussi beaucoup, pour avoir travaillé là-dessus, au fond, les débats sur le protectionnisme autour du cinéma en France après 1945. Voilà. Donc, on vivait sur une espèce de... C'est-à-dire, dans les deux cas, je pense qu'il y avait un refus de traduire. C'est un refus de traduire au sens littéral et puis au sens, je dirais, culturel plus large. Bon, ensuite, dans les questions, après, on m'a dit de ne pas être polémique, donc après j'arrêterai les critiques. On ne la nommera pas. Bon. Voilà. Et donc, ensuite, dans ces réponses, il y avait des points aveugles. Par exemple, c'était frappant, il y avait une identification de principe des sciences sociales à la seule, entre guillemets, émancipation. Et donc, le fait, alors, oubli, mais total, des sciences camérales, chargées d'assurer l'ordre social et la bonne gouvernance. Bon. Enfin, c'est comme si personne n'avait lu Foucault, ce qui est évidemment ce qui n'est pas le cas, donc c'était très surprenant. Et ensuite, il y avait l'oubli des différences de position entre les sciences sociales et les sciences humaines, qui étaient, selon les traditions nationales, critiques ou plus patrimoniales, plus quantitativistes ici. Enfin, vous voyez, c'est bon. Dans les retours, par exemple, entre les États-Unis et France, c'était évident. Enfin, pour ce que je connais, c'était évident. Donc on peut penser qu'au fond, ce sont des biais effectivement qui étaient inévitables parce qu'il fallait répondre à l'actualité. Donc ce qu'on a fait, je dirais positivement, c'était un ensemble de réflexions sur les problèmes actuels, mais de manière très très... pas des études de cas, mais enfin en ouvrant au maximum le compas sur l'international, c'est-à-dire parce que vraiment la science, même dans les sciences sociales, elle est internationale, elle n'est pas nationale. Bon. Et puis en évitant d'aller dans le sens de la patrimonialisation des sciences humaines, qui est quand même une tendance en France à la commémoration
de telle ou telle institution, enfin, etc. Et donc on avait en fait deux ensembles de questions qui étaient premièrement les rapports entre sciences et politique. Dans des pays très différents, on avait une grille de lecture un peu sommaire, parce qu'on n'est pas politiste, qui était pays autoritaire, démocratie libérale, c'était le vocabulaire de l'époque, démocratie libérale. Et puis c'était très intéressant, il y a eu une remarque de la collègue turque, qui est dans la situation la plus difficile, enfin une des situations les plus difficiles, qui a dit « Mais ne croyez pas que parce que vous êtes dans les démocraties libérales, ça ne va pas vous arriver. » Enfin, c'est-à-dire remettant vraiment en cause la grille de lecture. C'est tout à fait intéressant. Alors ça permettait de voir un certain nombre de questions. Par exemple, la sinisation ou l'indigénisation des sciences sociales en Chine, comment ça s'était passé, ou par exemple des choses tout à fait surprenantes en Inde, ça nous avait tous frappé, c'était la reprise au compte du pouvoir des subaltern studies, voilà, etc. Bon. Ou des projets d'islamisation des sciences sociales en Iran, par exemple. Enfin, pas seulement la question de l'islamisation des universités, mais la question de l'islamisation des sciences sociales. Ça permettait aussi de voir le changement de rapport en France entre État et sciences sociales. C'est-à-dire après les politiques de plan ou d'avenir qui avaient contribué à l'essor des sciences sociales en France dans les années 60-80. Je pense que pour les chercheurs les plus jeunes, c'est totalement incompréhensible cette affaire aujourd'hui. Et l'autre grande question, le grand ensemble de questions, c'était la liberté académique. C'est-à-dire en fait la mission de l'université, l'éthique de la recherche. Alors, bon, je ne vais pas être long, mais il y avait trois remarques. La première, c'était celle que faisait Sébastien Zweig, qui est donc sinologue particulièrement bien placé pour parler de tout ça, qui expliquait quand même dans le classement de Shanghai qui s'est imposé à tous, le critère de la liberté académique n'est pas pris en compte. Il n'existe pas. Et donc c'est une question qui en France est peu travaillée, à la différence des États-Unis, où on a tendance encore maintenant à confondre liberté académique avec la liberté d'expression. Bon, on en est encore là, donc il y a des petits groupes qui se mettent à exister, il y a quelques auteurs, dont Olivier Beau. Donc la liberté académique n'est pas, contrairement à ce que pensent certains collègues et certains étudiants, l'application dans l'université de la libre expression du citoyen. Alors on ne s'est pas étendu sur la discipline, mais il y a un article sur la sociologie qui traite du double aspect, au fond, des critiques externes et puis des dynamiques internes. Et enfin, je pense que c'est d'autant plus important de distinguer ces deux questions, liberté académique, liberté d'expression, que comme l'a rappelé Rainer Maria, la liberté d'expression est aujourd'hui, et puis depuis un certain temps quand même, invoquée comme un argument contre la liberté académique. Voilà. Et donc là, on touchait des questions du rapport à la vérité, d'autres types de questions, peut-être moins traitées, mais la remise en cause du consensus autour de la science. Alors, ce n'est pas au centre du numéro. En revanche, ce qui apparaissait dans le numéro, alors c'est peut-être pas très, très surprenant, mais quand même, c'était que dans la mesure où le monde se referme, c'était partout l'instrumentalisation de l'histoire. Voilà. Et l'autre grande transversale, c'était les études de genre. Voilà. Et dans la mesure où le monde se referme et où il y avait des situations quand même dramatiques, on a effectivement choisi de pourchasser pendant longtemps Alain Blum pour qu'il fasse un article sur Mémorial, qui à ce moment-là, quelques mois avant l'invasion, a été arrêté. Arrêté. Bon, ce qui pose des tas de problèmes pour tout le monde, pour la recherche, enfin, etc. Bon, voilà.
Donc voilà, alors ça a été dit tout à l'heure, mais quand même un regret, je pense, c'est que de ne pas avoir assez insisté sur les différences d'objets, de ne pas avoir assez de jeunes chercheurs dans le numéro, et de ne pas avoir assez insisté sur, au fond, les différences d'objets qui sont aussi souvent des différences de génération. Enfin, on a vu ça de manière intuitive. Enfin bon, voilà, au cours des 2 ou 3 dernières années, les divisions, les conflits, on voyait que c'était aussi des conflits de génération. Voilà. Alors bon, on peut se donner bonne conscience en disant que les jeunes chercheurs ou les doctorants n'ont pas à réfléchir, peuvent pas réfléchir automatiquement sur ces questions, parce qu'il s'agit d'abord pour eux de trouver un poste. Mais enfin, c'est regrettable, je trouve, dans le numéro. Voilà. Merci, on voit bien que la revue est un lieu où on critique, où on doute, où on interroge, où il y a du dissensus, et c'est aussi, en tout cas pour les lecteurs, les lectrices souvent, et un des plaisirs de la revue papier, c'est de choisir aussi de tels articles qui résonnent ou qui interrogent en particulier. Alan Bloom a bien rendu son article, hein, puisque c'est l'article sur Mémorial qui ouvre le numéro, mais c'est vrai que l'article d'Olivier Beau, par exemple, on évoquait la possibilité de faire une rencontre sur un article, ça pourrait être un exemple, par exemple, parce qu'il soulève vraiment beaucoup de questions. Merci beaucoup. Evelyne, à votre tour. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je tiens d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour permettre cette rencontre, et puis aussi pour permettre tout le travail qu'il y a en amont, éditorial notamment, pour permettre la sortie du numéro. Alors, moi, je voulais vous présenter peut-être un peu plus de façon... comment dire, peut-être plus linéaire, le contenu un peu du numéro et des différents articles qui le composent. Je crois que j'insisterai en premier lieu sur le caractère un peu éclectique quand même du numéro, avec à la fois des disciplines différentes, mais aussi des positionnements qui sont divergents les uns des autres. Voilà, c'est un numéro qui réunit en fait des chercheurs assez hétérogènes. Voilà. Et donc, ce qui était aussi donc très important, comme l'a dit Philippe, c'était l'idée de vouloir absolument faire un numéro qui parle à l'international et qui ne soit pas centré uniquement sur le cas français, même s'il manque en fait tout un ensemble d'exemples ou de pays desquels on aurait souhaité parler et pour lesquels on aurait souhaité avoir des articles. Donc après l'introduction, le numéro s'ouvre, comme cela a été dit, sur l'article d'Alain Bloom consacré à Mémorial. Puis il y a un article de Marie Ladier-Fouladi sur l'Iran, et donc qui montre toute la tentative du régime pour islamiser à la fois la société, à la fois les sciences sociales, etc. Et donc elle retrace un peu l'historique des tentatives menées par l'État pour arriver à ses fins, voilà, tout en montrant aussi qu'il y a eu une période en fait un peu plus de résistance et où il y a eu un peu plus d'ouverture en fait qui a existé. Puis après nous passons à l'article de Zeynep Gambetti qui est consacré à la Turquie et qui pointe en fait les deux menaces pour les sciences sociales que sont à la fois le néolibéralisme et l'autoritarisme. Et elle montre aussi, et c'est ce qui est très intéressant dans son article, qu'il y a également toute une résistance qui s'organise dans certaines universités pour essayer justement de tenter de défendre les libertés universitaires. Puis on passe au cas de la Chine avec Sébastien Weig, donc qui montre en fait l'apparente compatibilité du système universitaire chinois avec les réformes libérales et néo-managériales de l'enseignement supérieur au niveau mondial, qu'il y a donc toute une intégration en fait dans les circuits internationaux du savoir, mais que dès qu'on arrive à la critique sur la société ou le régime chinois, évidemment, il y a un contrôle très strict et de la production et de la circulation des savoirs, sachant que l'ensemble des sciences sont visées et pas uniquement les sciences sociales et humaines. L'article suivant est consacré à l'Inde, avec un article de Mohana Chaudhuri et Thomas Mathieu.
donc, qui montre en fait dans l'Inde actuelle le poids de l'anti-intellectualisme, etc. Toutes les tentatives de délégitimation du savoir et aussi de reconstruction d'une histoire, de réécriture d'une histoire pour essayer de défendre le nationalisme hindou, etc. Et dans cet article, il montre aussi tous les moyens qui sont employés pour arriver à canaliser les sciences sociales, etc., qui vont de moyens, disons, d'empêchement de colloques, etc., à des moyens qui sont beaucoup plus brutaux, par des associations voilà, qui ont recours à des moyens brutaux, quoi. Voilà. Et donc c'est là, notamment, comme l'a dit Philippe, qu'on voit comment il peut y avoir une reprise et une instrumentalisation des subaltern studies pour justement s'opposer au savoir et aux méthodes qui peuvent avoir cours dans les sciences sociales en revendiquant justement une approche particulière, spécifique, etc. etc. Alors, on voit ensuite que ces menaces, par rapport aux sciences sociales, ne sont pas l'apanage des régimes autoritaires, mais on les retrouve également dans les démocraties. Donc, il y a un article de Romain Huré sur le cas des États-Unis et qui montre que les attaques, en fait, contre les enseignements liés au genre et à la race sont, en fait, extrêmement anciennes. Donc, il retrace le long cours de ces attaques, de ces guerres culturelles, et qu'elles ne sont évidemment pas nées avec Trump, et que ce sont les universités publiques qui sont, en fait, les plus touchés. Et ensuite, le dernier article qu'on a pour des pays étrangers, c'est l'article de Kmar Bendana sur la Tunisie, qui montre que c'est un cas un peu intermédiaire où en fait les sciences sociales et les sciences juridiques ont connu un essor consécutif à la Révolution, mais que ça n'a pas permis néanmoins une large diffusion au sein de la société. Alors, la seconde partie du numéro est consacrée, comme l'a dit Philippe, davantage à la question de la liberté académique et de l'autonomie institutionnelle, donc en réaction aux menaces qui pèsent sur les sciences sociales et sur les sciences humaines. Donc, il y a un premier article d'Olivier Beau qui pourrait être un peu programmatique sur la question de la liberté académique et de la liberté d'expression. Il est suivi par un article de Yves Gingras qui parle du cas du Québec, en fait, où a été largement débattue cette question-là, où il y a eu une commission indépendante qui a été créée pour protéger les libertés universitaires, et une loi a été adoptée en juin 2022 à ce propos, et donc l'article retrace toute cette histoire-là. Il y a ensuite un article de Lionel Obadia, qui doit être présent parmi nous ce soir, je crois, sur le pilotage de la recherche sur le pilotage de la recherche par les programmes de financement, et qui montre en fait toutes les contraintes normatives de la recherche sur projet. Puis, il y a un autre article consacré à la France, qui est le fruit d'un ensemble d'auteurs, Fabien Jobard, Anne-Laure Amilat Zgari, Fanny Gallo, Nassir Aghenif, Caroline Ibos et Gaël Pasquier, et donc qui s'attaquent aux attaques en France et à l'accusation d'islamo-gauchisme qui a été portée notamment par la ministre Frédérique Vidal, qui avait demandé une commission d'enquête, etc., qui avait été refusée par le CNRS. Et donc ces auteurs ont déposé en avril 2021 un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, et donc dont il ressort qu'en fait l'enquête qui avait été demandée n'a jamais eu lieu, et donc ils présentent leur recours, ce processus, etc., tout en soulignant que si l'enquête n'a pas eu lieu, ces paroles et cette accusation en tout cas ont eu des conséquences, même si rien n'a été fait derrière, et que ça continue à apporter ses fruits dans l'espace public, dans les discours politiques, etc. Donc l'article suivant, qui est l'article de Christophe Granger, s'intéresse en fait au rôle des mots qui s'imposent. C'est un article qui présente une collection qui s'intitule « Le mot est faible », et donc chaque ouvrage est consacré à un terme choisi pour l'urgence particulière qu'il revêt en fait dans le débat public. Donc par exemple, vous avez nature, démocratie, décolonial, race, etc. Puis ensuite, il y a un article de Pascal Angel qui évoque en philosophe ce qu'a été l'évolution des sciences sociales et ce qu'il appelle le tournant particulariste. Puis un article qui a déjà été évoqué de Luc Boltanski, Arnaud Esquer et Jeanne Lazarus,
la sociologie est-elle en crise et qui pointe à la fois la crise interne qu'il peut y avoir, les attaques externes, les différences d'approche entre générations, etc., et les difficultés qui peuvent en résulter. Je ne sais pas si Luc Boltanski est là ou pas. Voilà. Et le numéro se termine par un article de Philippe Darros et de Philippe Roussin qui analyse les raisons de la critique radicale dont fait l'objet depuis une trentaine d'années ce qu'il est convenu d'appeler la théorie littéraire. Mais si on en parle plus avant, je pense que le mieux c'est que tu en parles toi-même. Voilà, donc il n'a pas été possible de tout traiter. On aurait aimé parler de la Hongrie, du Brésil, de la Pologne, voilà, etc. quoi. Voilà, c'était pour une petite mise en bouche. Voilà. Merci Evelyne. Alors c'est vrai que alors c'est pas exactement un panorama parce qu'effectivement il y a certains pays comme la Hongrie qui restent, enfin qui sont pas présents, mais tout de même on a une présentation et une vision sur beaucoup de pays et une ouverture internationale. Et vous l'avez bien compris, à ces présentations s'ajoute une réflexion profonde sur d'ordre politique. Alors voilà le programme, voilà toute l'annonce. Maintenant on se tourne vers, c'est le deuxième round de cette présentation, on se tourne donc vers lectrices et lecteurs et discutants et discutantes. Et on va commencer, alors je vous présente rapidement, même si je crois que tout le monde vous connaît. Donc Françoise Dossé, qui est directrice d'études à l'EHESS et directrice du Centre d'études et de monde russe, caucasien et centre européen. Cyril Lemieux, je vous êtes plus la directrice, pardon, alors le site que j'ai regardé n'était pas. Donc Cyril Lemieux, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'EHESS, vos travaux consacrés aux transformations du journalisme et de l'espace public, entre autres. Et puis Sabina Loriga, qui est historienne au CRH, directrice d'études, et vous avez aussi fondé et dirigé la revue Passé Futur. Et donc vous êtes revuiste aussi. Et vos recherches portent principalement sur les rapports entre histoire et biographie. Donc l'idée, c'est que vous rebondissiez que dans tout cet ensemble très riche, très varié, très hétérogène, mais l'hétérogénéité, c'est une qualité souvent des revues. Eh bien, quel axe, quel angle, quelle critique. Et je vous propose donc de suivre l'ordre alphabétique, donc de commencer par Françoise, puis Cyril, puis Sabina, et de prendre à peu près une dizaine de minutes chacune. Merci beaucoup pour l'invitation à venir discuter ce numéro qui est vraiment à la fois très important et très impressionnant. Et effectivement, la publication de ce recueil vient s'inscrire dans un ensemble d'initiatives académiques, de colloques et de publications récentes consacrées aux sciences sociales en danger, au terrain empêché, voire au terrain impossible, à la question aussi de l'accueil des chercheurs en exil. Et donc, on voit bien une quand même multiplication des initiatives et des moments de réflexion. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'on essaye de prendre acte collectivement des difficultés qui surgissent ces dernières années et de la nécessité donc d'y travailler, d'y répondre ensemble. Et en fait, le recueil a été publié l'année dernière, mais on a l'impression que les nuages continuent à s'amonceler et que même le ciel est de plus en plus noir. Alors, comme ça a été dit, le numéro est divisé en deux grandes parties, portant pour la première partie sur ce qui a été appelé un état du monde des attaques contre les SHS dans différents pays, et pour la seconde sur les atteintes aux libertés académiques, aux menaces sur les SHS et aux questions épistémologiques. Et là, on est surtout en France, en fait. Et donc l'introduction essaye de relier les multiples cas présentés dans le numéro pour réfléchir aux contraintes externes pesant sur les sciences sociales. Et l'introduction en identifie principalement deux. D'un côté, le management néolibéral des universités et de l'autre, les attaques frontales des pouvoirs alors autoritaires ou illibéraux, disons. Et en fait, à la lecture de ce recueil, on voit bien que ces deux dimensions doivent être pensées conjointement. Et on voit surtout que les menaces contre les sciences sociales ne relèvent plus de l'exotisme des contextes autoritaires, à quoi ça a été très longtemps renvoyé. Et travaillant sur la Russie, on était un petit peu là dans ces marges exotiques autoritaires, mais on voit bien maintenant que les questions d'atteinte aux sciences sociales sont désormais partagées dans un contexte donc de montée des forces politiques conservatrices et réactionnaires et des discours civilisationnels.
Pendant longtemps, donc, on a clairement différencié des espaces sous contrainte et les espaces de liberté académique, et aujourd'hui, cette différenciation devient de plus en plus délicate, tant les dispositifs d'encadrement et les régimes de contrainte circulent à travers le monde. Et c'est vrai qu'à la lecture de ce recueil, on peut vraiment dresser un répertoire d'actions oppressives contre les sciences sociales qui est particulièrement riche et fourni, allant des cas les plus extrêmes de destruction des universités dans les contextes de guerre, aux violences physiques contre les chercheurs et les étudiants, en passant par beaucoup de formes, beaucoup plus indirectes, de pression ou de dispositifs contraignants s'exerçant sur les institutions académiques. Donc on pense à tous les enjeux liés à aux questions économiques et budgétaires, ou sur les enseignants avec la précarisation notamment des emplois. Et ce répertoire oppressif s'exerce aussi par le maniement de la langue et l'invention évidemment de ces mots qui déconsidèrent le travail académique. On pense à islamo-gauchisme qui a été évoqué, on pense aussi à la catégorie agent de l'étranger par exemple en Russie. Alors, je vais plutôt commenter dans un premier temps la première partie du recueil, donc je cite à nouveau, les auteurs dressent un état du monde non exhaustif par nécessité des attaques contre les SHS en Russie, en Iran, en Turquie, en Chine, en Inde, en Tunisie, mais aussi aux États-Unis. Et on voit bien combien il était important d'avoir inclus ce cas dans le recueil. Mais je vais discuter cette première partie en faisant écho en fait à la seconde partie aussi. Donc quand on lit l'ensemble des textes, on voit que se dessine un tableau particulièrement accablant pour le devenir des sciences sociales. Les atteintes contre le monde académique sont massives dans les différents pays évoqués. Et ce sont précisément ces pays où l'on voit réémerger des discours conservateurs qui entendent réécrire l'histoire, ça a été dit, qui essentialisent et naturalisent les lois du social, qui reconstruisent des grands récits pour justifier leur domination au présent. Partout ou presque dans ces pays, les grandes synthèses conservatrices s'imposent au nom d'héritages impériaux, religieux ou civilisationnels. Et la plupart de ces pays ont en commun aussi d'avoir été le cœur d'empires passés et sont travaillés jusqu'à aujourd'hui par la perte au fond de cette grandeur impériale que certaines sociétés et pouvoirs veulent aujourd'hui reconstituer. Et face à ce tableau donc très massif et très accablant, on est parfois saisi d'un sentiment d'impuissance, voire le sentiment d'être réduit à ce que Sébastien Weig évoque dans le cas de la Chine, à une critique silencieuse. Donc la question quand même que je voulais maintenant aborder, c'est comment retrouver la parole, comment redonner place aux sciences sociales. Évidemment, dans ce combat très inégal, les seules armes dont nous disposons sont précisément les sciences sociales. Alors, mes commentaires, là, maintenant, vont être inspirés un peu par les défis concrets que nous rencontrons en travaillant dans un espace brutalement bouleversé par la guerre massive de la Russie contre l'Ukraine. Donc, je ne vais pas tant revenir sur le cas de la Russie, traité dans le recueil, effectivement, par Alain Blum, mais parler plutôt un petit peu de l'Ukraine. Donc, comme vous le savez, en Ukraine, sur le front, les armes manquent, les infrastructures sont touchées et les populations civiles sont en danger. Mais nos collègues ukrainiens manient aussi les sciences sociales pour se défendre. Et je pense que ce point est vraiment très important. Il s'appuie notamment, je vais faire assez rapidement, effectivement, sur les études décoloniales et postcoloniales qu'ils adaptent à leur propre histoire pour dénaturaliser la domination et la violence de l'Empire russe sur leur société et trouver les outils intellectuels pour s'en défaire d'un côté et pour se faire entendre de leurs collègues internationaux de l'autre. Alors cet usage des études décoloniales peut être critiqué au nom du tournant particulariste des sciences sociales qui fait l'objet d'un article dans le numéro. Cependant, dans le contexte spécifique qui nous intéresse, celui d'Ukraine, ce recours aux épistémologies décoloniales s'est renforcé graduellement ces dernières années et donc peut faire l'objet de discussions et de controverses animées, mais il montre en même temps la force productive aussi des sciences sociales dans un contexte où des défis politiques majeurs peuvent surgir.
Et c'est sur cette base que c'est d'ailleurs constitué une association, donc ça c'est une autre question qui est celle des solidarités académiques, une nouvelle association qui s'appelle RUTA, qui réunit le réseau des collègues issus des différents pays anciennement soviétiques, qui s'est constitué donc après l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et cette communauté épistémique et ces réseaux de solidarité promeuvent la recherche critique sur les legs impériaux et coloniaux dans la région, en s'appuyant donc sur l'expérience des sociétés affectées. Mais dans cette entreprise pour se défaire de la domination de la Russie par les sciences sociales, ils interrogent aussi les représentations et les imaginaires du monde académique international, et ils vont même assez loin en considérant que, historiquement, ces imaginaires du monde académique international participent, au fond, ou ont participé à la construction de l'imaginaire de l'impérialisme russe, en accordant notamment un poids inégal à Moscou comme centre de l'Empire dans un certain nombre de travaux scientifiques, mais aussi dans les dispositifs de coopération, puisque le centre moscovite a longtemps été l'objet de la de la majorité des attentions scientifiques, des programmes de collaboration, des investissements institutionnels, de la part aussi du monde académique occidental. Donc, critique des collègues ukrainiens, la majorité des instituts de recherche sont restés dans des logiques institutionnelles centrées sur l'étude de la Russie en tant que principal État successeur de l'URSS et ont mené des recherches en langue russe. La question de la langue est évidemment essentielle. Les anciens États soviétiques, autres que la Russie, couverts par les études dites post-soviétiques, ont produit des travaux remarquables, mais la recherche sur ces régions s'est développée de manière plus limitée, souvent entravée par le fait qu'elles sont considérées comme périphériques. Donc là, c'est ça qui m'intéressait ici, c'était la question des centres et des périphéries. Donc des régions périphériques, et c'est notamment lié aussi aux difficultés linguistiques, la non-maîtrise des langues et l'ignorance de l'histoire et des cultures locales. Donc, nos collègues ukrainiens interrogent la carte mentale, en fait, qui domine le monde universitaire occidental. Et certains chercheurs vont donc assez loin et considèrent, je cite, que les débats occidentaux sur la Russie et l'Ukraine sont façonnés par ce qu'ils appellent une forme d'inter-impérialisme. Et évidemment, la critique est très inconfortable pour nous. Alors, on essaye au CERSEC de s'en défaire en disant que, voilà, depuis des années, on travaille et on s'appelle le Centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centra-asiatiques, et c'est pour ça qu'on a un nom si long. Mais la critique est quand même très inconfortable, mais en même temps très heuristique, pour contribuer aux futures réflexions, aux futurs débats de sciences sociales dans la région. Et donc, si nous prenons leurs arguments au sérieux, nous devons réfléchir donc à la question de notre décentrement épistémologique par rapport au centre naturel de l'attention académique dans le monde contemporain. Et en fait, j'ai fait ce détour par la Russie et l'Ukraine, mais je pense que les débats portés par ces collègues ukrainiens nous invitent de manière générale au décentrement, à l'égard certes de la Russie, mais aussi peut-être par rapport à la Chine, à la Turquie, à l'Iran, à l'Inde ou aux États-Unis aussi désormais. Et donc là, c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on est suffisamment réflexif sur notre propre positionnalité pour voir aussi ce que ça produit en termes de sens social, comment est-ce qu'on choisit nos cas. Alors, c'est pas du tout pour remettre en cause les cas qui ont été choisis dans le recueil, qui sont absolument essentiels et évidents pour les atteintes aux sciences sociales, mais qui posent aussi la question de pourquoi précisément on choisit les cas, pourquoi est-ce qu'on trouve des auteurs pour écrire sur ces cas et moins sur d'autres situations. Et donc l'idée, c'était tout simplement de nous inviter aussi à décentrer nos regards, à contextualiser et historiciser les problèmes, les menaces ou les atteintes aux libertés académiques, mais aussi les moments où ces libertés académiques deviennent des outils pour se défendre, tout simplement, en insistant sur le fait que toutes ces configurations sont variables dans le temps et dans l'espace. Voilà. Voilà. Et donc, en revenant à mon point de départ, donc je redis que l'importance de ce recueil d'articles comme étape importante de la réflexion sur les atteintes contre les sciences sociales, mais qui mérite peut-être d'être prolongée en décentrant le regard, en allant voir ailleurs, en empruntant des chemins moins fréquentés, en délaissant un peu les suspects habituels,
pour aller voir ce qui s'invente en d'autres lieux. Nous sommes tout à fait, enfin souvent désarmés face aux périls qui montent. Et là, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, là, on a peu de raisons de se, voilà, on a toutes les raisons de l'être. Mais que notre outil, ce sont précisément les sciences sociales pour ne pas être réduit à une critique silencieuse. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Cette invitation au décentrement pour trouver des pistes pour comment retrouver la parole. Ce que je propose, c'est qu'on continue avec les interventions et puis ensuite la revue répondra ou rebondira sur les questions et les remarques. Et donc, Cyril Lemieux, je vous invite à... Merci. À mon tour de remercier les organisateurs de cette soirée pour l'invitation. Alors, je partage tout à fait le sentiment qu'on a là un numéro extrêmement important et utile. C'est vrai que en le découvrant, ça me l'a fait aussi penser, mais ça a été dit par plusieurs intervenants précédents. Cela m'a fait songer aussi au colloque qui avait lieu en juin 2022 à l'école, qui s'appelait « Les sciences sociales en danger ». Et dans les deux cas, le colloque et la revue, je trouve que ce sont des réflexions qui nous permettent d'aborder la question, évidemment, de ce qui menace aujourd'hui l'autonomie des sciences sociales, mais aussi, je dirais, l'autoréflexion sur la façon dont chacun d'entre nous, en tant que chercheuse, en tant que chercheur, nous défendons cette autonomie, nous la défendons, comment nous la défendons, et comment nous la défendons, je dirais, jusque dans nos pratiques de recherche, parce que c'est un point sur lequel je vais revenir. Il y a des façons différentes de concevoir notre métier et ses exigences qui ont, elles aussi, un impact sur cet enjeu de l'autonomie de nos disciplines. Alors, moi, à mes yeux, il y a deux apports majeurs du numéro. Là aussi, je vais un peu répéter des choses qui ont été dites. Le premier apport, franchement, très important, c'est que c'est un numéro qui nous sort du cadre franco-français, ça a été dit, qui nous invite à la comparaison internationale. Et c'est vraiment un apport essentiel en ce qui nous permet de prendre la mesure des dangers qui pèsent partout dans le monde sur nos sciences. Donc de prendre la mesure du fait que c'est une lutte, je dirais une lutte mondiale en fait, qui est en jeu. C'est pas une lutte française, même pas qu'une lutte européenne, c'est une lutte mondiale. Et cela, je trouve la perspective, l'exigence que nous devrions avoir d'être en fait beaucoup plus internationalistes que nous le sommes face aux attaques contre les sciences sociales partout dans le monde. C'est-à-dire que moi, de la lecture du numéro, je tire une première conclusion, c'est que nous devrions aller beaucoup plus vers une internationale des sciences sociales. Je sais bien qu'on fait déjà beaucoup, hein, et c'est très bien pour accueillir notamment les chercheurs étrangers persécutés, mais je pense qu'il faut maintenant qu'on aille vers des alliances à travers le monde, avec les universités qui préservent ou qui essayent de préserver les libertés académiques, et il faut vraiment, à mon sens, c'est la conclusion que je tire de la lecture du numéro, développer un idéal internationaliste dans la défense des sciences sociales. Alors le deuxième apport, je vais m'attarder plus, c'est que pour moi, c'est un numéro qui nous amène à ne plus nous satisfaire, à ne pas nous satisfaire de l'idée selon laquelle les sciences sociales, eh bien, ça ne serait que la production de savoir scientifique. Cette vision, disons, étroitement positiviste, elle est contredite par le fait que que nos sciences, je dirais, ont nécessairement, que nous le voulions ou non, elles ont nécessairement des effets politiques. C'est pourquoi elles apparaissent dangereuses à beaucoup de gens dans nos sociétés. J'ai en tête le livre signé par deux sociologues, Gérald Bronner et Étienne Géhin, en 2017, qui s'appelait, ce livre s'intitulait « Le danger sociologique ». Non pas donc un livre intitulé « La sociologie en danger », mais vous avez bien entendu, le danger sociologique, c'est-à-dire le danger que constitue la sociologie elle-même pour la société. Ces gens, d'une certaine façon, je dirais, ont parfaitement raison, et on devrait l'admettre. Les savoirs produits par les sciences sociales ne sont pas sans danger sur nos croyances, sur nos préjugés. C'est-à-dire que oui, effectivement, ils menacent quelque chose dans la société, ils menacent nos certitudes, ils menacent nos intérêts. Alors donc là, soyons plus précis peut-être. Je vais parler en fait de ce que je considère personnellement comme le cœur des sciences sociales, selon la définition qu'en donne Jean-Claude Passeron. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour lui, le socle, c'est l'anthropologie, la sociologie, l'histoire. Et je préciserai l'histoire telle qu'on la pratique, par exemple, à l'EHSS. C'est-à-dire, bon, il considère qu'entre ces trois disciplines, il y a ce qu'il appelle une indiscernabilité épistémologique. Pourquoi ? Bien d'abord parce que ces trois disciplines tendent à avoir un fondement holiste.
Par conséquent, elles ont un effet politique. Il est le suivant, elles mettent objectivement en cause l'individualisme libéral et les politiques, donc, libérales ou néolibérales, qui s'inspirent de cet individualisme libéral. Deuxièmement, elles procèdent par ce qu'on pourrait appeler la dénaturalisation des institutions, des rapports sociaux. Elles rappellent le caractère social des institutions. Et par conséquent, elles mettent objectivement en cause la pensée réactionnaire, qui, elle, naturalise à tout va les identités, les institutions, les rapports de domination. Et puis enfin, ces trois disciplines procèdent par l'enquête empirique, selon des méthodes éprouvées par une communauté de pairs. Et par conséquent, elles mettent objectivement en cause je dirais, le spontanéisme et le dogmatisme de la pensée révolutionnaire d'extrême gauche. Donc, cela fait que nous avons ici trois ennemis. Trois ennemis dont la force est certes très inégale, et leur dangerosité pour les sciences sociales aussi très inégale. Mais enfin, trois ennemis dont la détestation des sciences sociales est convergente. Donc, le néolibéralisme, et ça, à mon avis, le numéro le montre très bien. Le néolibéralisme, deuxièmement, la pensée réactionnaire ou néo-réactionnaire, et c'est moins visible, et aussi parce que c'est moins menaçant, mais quand même, le spontanéisme d'extrême gauche. Ces trois idéologies préfèrent au cœur des sciences sociales des disciplines des sciences sociales qui sont moins centrales et qu'elles valorisent. Le néolibéralisme valorise la microéconomie par rapport à l'histoire et à la sociologie économique. La pensée néo-réactionnaire, et il y a beaucoup d'exemples dans le numéro, favorise l'histoire nationale par rapport à l'histoire sociale, favorise l'anthropologie folkloriste par rapport à l'anthropologie sociale. Et puis, ce que j'appelle le spontanéisme d'extrême gauche, lui, favorise la philosophie critique, notamment par rapport à la sociologie. Je vous rappelle, j'ai été frappé de flyers qui avaient été collés lors d'une occupation. Il disait « Brûlez les livres de sociologie ». C'était le slogan « Brûlez les livres de sociologie ». La sociologie, c'est du côté de l'État, c'est du côté de l'oppression, ça nous empêche d'avancer vers l'émancipation collective. C'est pour ça que je parle de trois adversaires. Alors, ce que cela veut dire, et je dirais le numéro l'indique, mais peut-être ne l'approfondit pas, qu'il y a, je dirais, à l'intérieur même des sciences sociales, il y a des rivalités entre les disciplines. Des rivalités entre les disciplines qui ont à chaque fois un enjeu idéologique. Et que certains affrontements, certains affaiblissements de ce que j'appelle le cœur des sciences sociales, a pour origine non seulement des attaques externes, mais des rééquilibrages du poids des disciplines à l'intérieur des sciences sociales, c'est-à-dire la promotion de ces disciplines dont je viens de parler. Par exemple, l'histoire nationale, dans certains pays, on fait monter énormément l'histoire nationale au détriment des histoires, des approches plus sociales en histoire. Alors, dernier élément, c'est qu'on pourrait dire que, comme on peut dire que le masculinisme, d'une certaine manière, est une réaction au progrès objectif du féminisme, donc un backlash, on pourrait peut-être dire que le cœur des sciences sociales est en train de payer aujourd'hui son succès. C'est-à-dire que des gens ne lui pardonnent pas son aspect dangereux. Et cette situation donc, de discipline assiégée des sciences sociales serait à ce moment liée à une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que le holisme, la dénaturalisation, l'enquête empirique montrent chaque jour un peu plus, me semble-t-il, leur pouvoir émancipateur. Mais du coup, ils s'affrontent de plus en plus à la remise en cause. Et cela, je le répète, dans les sciences à l'extérieur, mais aussi dans les sciences sociales elles-mêmes, où on voit revenir, par exemple, des formes d'individualisme méthodologique, sous des formes renouvelées. On voit revenir des renaturalisations des faits sociaux, par exemple, à travers le cerveau. Le cerveau se substitue, en fait, à l'analyse des rapports sociaux. Ou bien encore aussi le rejet de l'enquête empirique au profit de formes d'intuitionnisme, d'essayisme. C'est plus la peine, en fait, de s'embêter à faire des enquêtes empiriques. Alors, je commençais en disant que toutes ces réflexions permettent une auto-réflexion sur qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes, personnellement, dans cette affaire. Qu'est-ce que nous faisons pour défendre l'autonomie des sciences sociales? Donc, à chacun de trouver sa réponse. Moi, ma réponse, après ce que j'ai dit, elle est assez simple. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire des sciences sociales sans céder sur les exigences du holisme, de la dénaturalisation et de l'enquête empirique, parce que ces trois exigences-là, ce sont celles-là qui ont le plus d'impact politique. Ce sont celles-là qui provoquent des pensées les plus
dangereuses pour la société, les plus subversives, et aussi, forcément à la fin de tout cela, les plus émancipatrices. Le débat va être passionnant. Donc merci beaucoup, je pense en particulier sur la définition des dangers. Donc on enchaîne avec vous, Sabina, pour nous dire maintenant donner votre regard. Merci beaucoup François et merci à tous et à toutes pour cette invitation. Alors, les décennies 1980-2000 ont vu une grande vitalité et diffusion des sciences sociales dans le monde, y compris dans nombre de pays soumis à des régimes autoritaires ou partiellement démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande augmentation de la circulation des chercheurs, des idées, des thèmes, des méthodes ou des concepts. Depuis une quinzaine d'années, cette vague semble être en crise, disons. La croissante brutalisation des relations internationales et l'obsession sécuritaire qui caractérise la politique actuelle n'épargnent désormais plus le monde de la recherche. Il suffit de penser aux arrestations de nombre de scientifiques en sciences sociales, à l'intrusion et à la captation de données scientifiques sensibles, afin d'obtenir un avantage stratégique, économique ou militaire. Cette brutalisation des relations s'accompagne systématiquement d'une injonction identitaire, à savoir d'une instrumentalisation de la connaissance, en particulier du passé, comme Philippe l'a rappelé, à des fins identitaires. Comme ce numéro le montre, et comme Philippe vient de le rappeler, à Téhéran, on vise l'islamisation des connaissances scientifiques. En Inde, le gouvernement de Modi instrumentalise les subaltern studies pour le mettre au service d'un hindouisme exclusif. En Russie, Poutine réécrit l'histoire, pour justifier le soi-disant projet de dénazification de l'Ukraine. Alors, dans tous ces pays, les pouvoirs veulent affirmer des vérités nationales, prétendent avoir des missions historiques, cherchent à imposer une logique binaire fondée sur l'opposition ami-ennemi. Parfois, leur mission historique a une visée impériale. Les instituts Confucius ou la Fondation Ruski Mir, pour ne donner que deux exemples, visent la constitution d'aires géographiques d'influence, le contrôle de la diaspora, mais aussi la défense d'un modèle de société, la volonté de recentrer le monde sur leur pays et sur la défense des valeurs distinctes des sociétés libérales. Comme Anna Cheng l'a remarqué, le néoconfucianisme est opposé à l'universalité des droits de l'homme et à la construction démocratique au nom d'une identité nationale puisée dans les sources autochtones de la civilisation chinoise. Par ailleurs, comme l'introduction de ce numéro le rappelle, les dangers ne viennent pas exclusivement des régimes autoritaires ou des antidémocraties. Même dans de nombreux États de droit, l'autonomie des sciences sociales n'est pas une valeur sûre et indiscutable. On l'a déjà rappelé, d'une part, il y a les partisans de la logique néolibéraliste high-tech qui insistent sur leur inutilité, qui veulent classer et hiérarchiser les universités sur le modèle de l'entreprise selon des critères d'utilité et de productivité qui sont étrangers à la recherche. D'autre part, il y a la vision identitaire, ou pour reprendre les termes de l'introduction, l'indégénisation de savoir qui est de plus en plus forte. Si en Inde, Modi cherche à s'approprier des subaltern studies, le gouvernement italien de Giorgia Meloni est obsédé par la notion d'hégémonie culturelle développée par Antonio Gramsci, et il emploie cette référence pour lancer une série d'initiatives afin de magnifier les racines italiennes. En France, pendant la campagne présidentielle de 2017, on a vu ressurgir deux tendances soulignées par Jürgen Habermas lors de l'Historiker Strike. Tout d'abord, l'idée du nationalisme positif,
porteur d'un consensus selon lequel l'histoire aurait la mission de réactiver l'identité nationale et de jouer un rôle d'intégration. Et ensuite, la superposition entre le geste de reconnaître des responsabilités historiques, politiques et morales, par exemple en ce qui concerne Vichy ou le colonialisme, et l'acte de repentance ou autodénigrement. Alors, jusqu'à maintenant, nous n'avons prêté nous n'avons pas prêté une attention suffisante à ces questions. Et comme Nicolas Lapierre l'a souligné, il faut, je dirais, les étudier dans ces multiples dimensions nationales, religieuses, médiatiques, etc. Il est important de passer des alarmes, des cris d'alerte à la réflexion. Il faut nourrir des réflexions collectives sur les dangers qui pèsent sur les sciences sociales et aussi sur notre engagement en tant que scientifique et en tant que citoyen. Pour cette raison, je pense que ce numéro est extrêmement riche et c'est une contribution importante parce qu'il met en lumière le lien entre le recul des libertés académiques et la perte de valeur de la pensée critique de par le monde. Alors, je voudrais souligner deux gestes qui me semblent particulièrement intéressants dans ce numéro. Je n'évoque pas la question internationale parce qu'elle a déjà été soulignée par mes prédécesseurs. Alors, d'abord, le choix de ne pas envisager la situation des sciences sociales uniquement au sein des universités et des circuits de recherche officiels. Ces circuits ne sont pas les seuls à exercer une fonction de recherche et de critique. Il y a plusieurs années désormais, l'historien Bronislaw Baszko avait remarqué que la société civile qui, selon le modèle idéal des antidémocraties, devrait être complètement pulvérisée, a parfois des capacités de résistance inattendues. À cet égard, il avait rappelé qu'en Europe de l'Est, le processus de reconquête du passé avait commencé avant la chute du régime communiste grâce aux grévistes de Gdansk qui avaient demandé d'inscrire au programme d'enseignement à l'école des sujets difficiles tels que le massacre de Katyn. Ce que Françoise vient de dire sur l'Ukraine confirme justement la possibilité d'existence de ces capacités de résistance. Alors, la résistance peut s'organiser parfois à l'intérieur des universités, mais comme le cas du mémorial le montre, parfois ce sont des poètes et des écrivains ou des chercheurs hors de l'université, sans titre universitaire, et qui se sont montrés moins timorés et moins dociles idéologiquement que les historiens ou les sociologues officiels. C'est un point très important, car aujourd'hui, l'un des risques demeure, selon moi, dans la tentation de se refermer et de penser l'université comme une forteresse de vérité. C'est une tentation compréhensible. Face à la circulation de moins en moins contrôlable de semi-vérités et de fake news, on réagit en revendiquant une supériorité au nom du noble rêve de l'objectivité. Pourtant, je crois que c'est justement parce que nous vivons une époque de soupçon à l'égard des sciences sociales qu'il faut éloigner les affirmations catégoriques, le geste qui fixe les pensées définitivement, et il faut sauvegarder la fragilité qui caractérise la vérité scientifique. Cela ne signifie pas abandonner la quête de la vérité, ni abaisser nos exigences intellectuelles. Plus simplement, il s'agit d'utiliser le doute contre le soupçon et de défendre et d'accueillir le dissensus comme élément essentiel de nos façons de travailler. Deuxième geste important, dans ce numéro, l'analyse des cas spécifiques où les sciences humaines et sociales font l'objet d'attaques politiques frontales est accompagnée par un premier travail important de réflexion et de clarification conceptuelle. Je pense, entre autres, on l'a déjà cité, à l'article d'Olivier Beau sur la distinction entre la liberté académique et la liberté d'expression, ou à l'article de Christopher Granger sur l'usage des mots.
De cette manière, grâce à ce numéro, on peut commencer à faire un point sur les différents aspects sur lesquels nous devrons travailler dans l'avenir. Je dis nous parce que, je suis convaincue qu'il s'agit d'un travail collectif de longue haleine. En lisant ce numéro, on comprend que la défense des libertés académiques passe par un ensemble de réflexions qui touchent le juridique, l'histoire, la question du financement, l'analyse langagière et conceptuelle, l'étude des médias. Comme Françoise l'a dit, l'agenda est donc très chargé. Cependant, j'aimerais ajouter, ou peut-être simplement souligner une autre dimension, plus autocritique, qui est en partie suggérée par Olivier Béot, lorsqu'il cite Ricoeur, rappelant les responsabilités à l'égard du savoir, et lorsqu'il parle de la liberté académique comme d'une liberté exigeante. Je pense que nous devons chercher à comprendre ce qui, à l'intérieur des sciences sociales, risque de compromettre la liberté de recherche. Je pense en particulier au fait que, comme l'Historiker Streit en Allemagne ou la discussion autour de l'histoire mondiale de la France ici l'ont montré, la tentation identitaire et nationaliste n'épargne pas le milieu de la recherche. Je pense également aux difficultés des chercheurs à intervenir dans l'espace public. Par exemple, en ce qui concerne l'histoire, dans les dernières décennies, une série d'affaires ont montré combien la tentation de se poser en juge ou de faire des scoops, de spectaculariser la recherche, peut nuire à l'image publique des sciences sociales. Dans cette période de radicalisation du débat politique, ces problèmes sont, me semble-t-il, de plus en plus urgents. Merci. Envie d'applaudir. En tout cas, merci beaucoup. Ce que je propose peut-être, c'est que la revue réponde à ces trois analyses et puis après, on ouvrira la discussion avec la salle. Je pense que les questions et les remarques vont être nombreuses. Peut-être, donc, Nicole ? Merci pour ces interventions. Ce qui me frappe dans vos trois interventions, c'est, après avoir salué le côté international du numéro et ce qu'il peut apporter d'analyse sur la situation, vous nous dites chacun à sa manière, tous les trois, il faut aussi que nous balayions devant notre porte, on va dire ça dans des termes, c'est-à-dire que en écoutant Françoise Dosset, je me suis dit, d'abord, ça aurait fait un formidable article dans notre numéro, vu depuis la vision et la pensée de nos collègues ukrainiens. Mais au-delà, c'est cette invitation à un décentrement idéologique, c'est-à-dire à sortir dans nos choix, dans nos langues, dans nos sujets, nos aires d'études, etc., de nous interroger aussi. Ça me paraît en effet très salutaire. Un peu même chose chez Cyril Lemieux, qui dit oui, les sciences sociales dérangent, mais il faut continuer à déranger, donc ne rien céder sur nos travaux, sur la méthode, etc., et ne pas se considérer simplement comme une citadelle assiégée. Et Sabrina ne dit pas autre chose aussi, notamment en soulignant que ce n'est pas seulement les universités, la recherche qui sont habilitées à réagir contre ces attaques, et pas toujours les premières, en effet, et qu'il faut aussi penser, c'est la moindre des choses en sciences sociales, à la place de la société dans tout ça. À ce propos, on a eu une discussion quand on préparait le numéro sur le fait que à la grande époque de ce qu'on pourrait appeler la pensée critique, de la sociologie critique, finalement, les sciences sociales
avaient des relais dans les corps intermédiaires de la société à qui elles offraient des instruments d'interprétation, de compréhension, voire de lutte. Un des problèmes aujourd'hui aussi, c'est qu'il n'y a plus du tout, quels que soient les travaux des sciences sociales, ce type de relais dans la société de la même façon. Et pour finir, Sabrina nous rappelle aussi notre responsabilité à l'égard du savoir. Je trouve, voilà, c'est un résumé. Je trouve que c'est très intéressant et d'une certaine manière, c'est un peu, je dirais, c'est un peu à l'honneur de ce que je pense nous défendons tous collectivement, c'est-à-dire une vraie réflexivité dans nos travaux et ni arrogance, ni sentiment d'être de pauvres victimes d'un néolibéralisme ravageur qui est bien là par ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Les lectures sont vraiment très généreuses de votre part, étant donné le peu de temps que vous avez disposé. Bon, je voudrais faire 4 remarques sur les 3 lectures. La première, c'est sur les questions du décentrement des regards et des centres et la périphérie. Donc effectivement, j'avais l'impression que avec les 7 cas qu'on avait pris, on avait pris des grosses têtes de gondole. Bon, mais par exemple, ça a été très compliqué. C'était très long pour avoir l'article sur la Tunisie. C'était très très compliqué. Enfin bon, pour la Hongrie, ça n'a pas été possible. Pour l'Inde, c'est d'abord quelqu'un qui a refusé à cause de la situation politique, parce qu'il était à la tête d'une organisation de paysans qui s'occupe de l'eau dans un État qui n'est pas dirigé par le parti, et il a dit non, je ne peux pas faire cet article, je vais vous donner des noms etc. Bon. D'ailleurs, ce sont les seuls jeunes chercheurs qu'on a. Alors sur le décentrement du regard, moi, ça m'a fait, ce que vous avez dit sur Russie-Ukraine m'a fait, bon, puisque j'appartiens au CRAL, ça m'a fait immédiatement penser à une exposition que j'avais vue à Madrid, que je n'ai jamais vue en France, tout de suite en 22 ou 23 sur la peinture ukrainienne. Et donc on s'apercevait que tous les peintres quand on travaillait sur les avant-gardes, on avait catalogué de Russes ou de Soviétiques, que ce soit Chagall, Malevich, etc. Bon, en fait, c'était toutes les écoles locales. Alors effectivement, quand vous avez dit, bon, on a magnifié le centre, là c'était un exemple patent. Je crois que l'exposition est même pas venue en France, sauf erreur. Hein. Et donc là, on apprenait vraiment des choses. Bon, voilà, c'est-à-dire l'histoire était vraiment extrêmement écrite autrement. Alors, sur la lecture de Cyril, bon, moi j'en retiens 2 choses. Cette idée d'alliance internationale des sciences sociales. C'est-à-dire de faire alliance, au fond, avec les univers. Non pas de continuer à passer des alliances partout. Je ne sais pas, il n'y a pas de physiciens ici, mais qu'est-ce qu'ils font avec la liberté académique en Chine ? Bon, il y a 2 jours, dans un séminaire du CRAL, il y avait une remarquable narratologue chinoise qui a parlé. J'ai quand même expliqué que si elle était là juste pour, enfin, hors séance, un collègue avec qui on organise, que si elle était là quand même seulement pendant 2 jours pour venir en ce moment, elle était forcément, c'était forcément quelqu'un qui avait, voilà, qui pouvait sortir et qui était affilié. Alors, la seconde remarque, c'est, donc je vais opposer Cyril Lemieux à Cyril Lemieux. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord pour dire que tu parlais des 3 ennemis, néolibéralisme, donc correspondant à microéconomie, passé réactionnaire correspondant à histoire, le spontanéisme, etc. Et en fait, parmi dans l'archéologie du numéro, il y a quand même votre livre avec Bruno Carcenti sur sociologie et socialisme. Bon, et donc, je suis tout à fait d'accord pour dire je suis tout à fait d'accord avec toi et pour dire que, par exemple, on a vu effectivement beaucoup monter la psychologie, beaucoup monter l'économie. Bon,
qu'on peut les relier à des tendances politico-idéologiques actuelles. Mais en fait, ce qui me... Dans le modèle anthropologie, sociologie, histoire, bon, pour moi, c'est le modèle brodélien. Donc, est-ce que ce modèle brodélien, il est toujours valable aujourd'hui? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de l'économie, de la psychologie, de la philosophie de l'esprit, etc. Voilà. Ça, c'était c'est un retour à l'envoyeur sous forme de vraies questions, parce que je pense que je suis d'accord avec... Et oui, non, mais... voilà, mais c'est une vraie question, je pense que l'école se pose. Et puis de l'intervention, de la lecture de Sabina, je trouve qu'il y a une formule qui est assez forte, mais ça place quand même la barre très très haut, c'est favoriser le doute contre le soupçon. Donc, comment on s'oriente par rapport à ça? Le doute, effectivement, des sciences sociales. Alors, je ne sais pas si le soupçon, ça rejoint le spontanéisme que critiquait Cyril. Mais je trouve que c'est vraiment important, quoi, favoriser le doute contre le soupçon. Voilà. C'est un très bon titre. Le doute contre le soupçon. Peut-être Cyril et Sabina, comme vous êtes interrogés, et puis Evelyne après. Vous voulez répondre tout de suite? Oui, ouais. Non, d'accord. Bah, écoute, non, je vais répondre à l'envoyeur et tout ça, renvoyer à l'envoyeur. C'est pas une critique, hein. Non, mais je vais t'expliquer la position, ça permet de clarifier la position. Donc, d'abord, je parle des sciences sociales. Et alors, bon, il y a le problème de sciences sociales, sciences humaines. Hein, et donc, moi, j'assume parfaitement que j'ai une posture qui est normative, disons, qui s'adosse à l'analyse, je l'ai dit, de Jean-Claude Passeron, qui est une analyse épistémologique, c'est-à-dire qui dit l'anthropologie, l'histoire. Alors, c'est pas toute l'histoire, c'est l'histoire lorsqu'elle est orientée vers les sciences sociales, puisque il y a aussi une histoire nationale, etc., qui est très différente. Et puis, c'est la sociologie. Et donc, le point commun, c'est de ces trois-là, c'est le holisme. Ça, c'est moi qui rajoute, hein, c'est pas vraiment dans Passeron, mais c'est le holisme, c'est la dénaturalisation, etc. Donc, ensuite, à partir de là, il y a d'autres disciplines qui vont... les sciences sociales, ce n'est pas que ces trois-là. Là, on est bien d'accord. Il y a d'autres disciplines avec lesquelles il va y avoir un dialogue, il va y avoir un frottement. Mais on voit bien que, par exemple, avec l'économie, c'est une autre épistémologie. Avec la linguistique, c'est une autre épistémologie. Avec la philosophie, etc. Ça ne veut pas dire du tout que c'est inintéressant. Hein. Mais l'idée même de cette école, par exemple, me semble, c'est cette idée-là de faire venir d'autres disciplines qui sont dans les sciences sociales, et puis on dialogue. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces autres disciplines doivent affecter les disciplines qui sont au cœur des sciences sociales. Donc discuter avec des spécialistes de l'histoire de l'art, ça doit affecter l'historien, ça doit affecter l'anthropologue, etc. Et à l'inverse, faire de l'histoire de l'art à l'école des études, c'est spécial, parce que ça veut dire qu'on dialogue avec l'anthropologie, avec la... Alors, il est certain que ce modèle, c'est le modèle de notre école. Il est certain qu'il ne fonctionne pas parfaitement. Hein. J'ai bien conscience qu'il y a des spécialistes de psychologie cognitive qui ça ne marche pas. Ils ne viennent pas se frotter et ils ne lisent jamais d'anthropologie. Bon, ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut défendre les sciences sociales, c'est, pour moi, dans ma vision, et on peut en discuter évidemment, c'est défendre ce cœur. Mais pas ce cœur refermé sur lui-même. Ce cœur, il a besoin, en fait, il y a toute cette pluralité de disciplines, évidemment, qui ont leur part. Ce que je voulais dire simplement dans ma présentation, c'est que je ne parle pas là de l'école des études, mais d'autres lieux, où on voit des disciplines qui sont assez périphériques, d'après le modèle que je viens de dire, qui prennent l'ascendant sur l'anthropologie, la sociologie, l'histoire sociale, disons, enfin, inspirée par les sciences sociales. C'est ça le problème, c'est ce que je voulais dire, les rivalités, il y a des rivalités internes dans les sciences sociales elles-mêmes, et il y a des politiques qui encouragent, et tous les exemples du numéro qui portent sur des pays dits libéraux montrent qu'il y a un choix qui est... C'est pas un rejet entièrement des sciences sociales dans ces pays-là, c'est le choix de certaines disciplines
Alors que nous, on reconnaît à peine comme étant des sciences sociales, peut-être, mais l'histoire nationale, très importante, une certaine façon de faire de l'histoire. Ils ont besoin de l'histoire quand même, mais une certaine histoire. Et puis, je disais, anthropologie folkloriste, par exemple, et puis etc. Et quant aux tendances néolibérales qu'on observe dans d'autres pays, et qui parfois se combinent, ben, ça va être plutôt la microéconomie, pas l'histoire économique. Hein? Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a c'est prêter attention à des rivalités internes aux disciplines, au champ des sciences sociales et aux relations entre les disciplines, et même on peut rajouter à l'intérieur des disciplines, entre économistes par exemple, entre types d'économistes. Moi, je pense que dans les dernières décennies, et là je parle pour l'histoire surtout, il y a eu un double, je dirais, phénomène apparemment contradictoire. C'est-à-dire que d'une part, il y a eu... on cherche beaucoup le passé partout, commémoration, mais aussi les vidéos games, le passé partout. Donc il y a un véritable besoin du passé, mais d'autre part, il y a un scepticisme ordinaire, irréfléchi, fondé sur l'idée, qui est un stéréotype, selon lequel l'histoire a toujours été et sera toujours écrite par les vainqueurs. Donc, comment sortir, je dirais, de cette contradiction apparente? Or, il me semble que l'une des tendances, c'est de répondre, je dirais, à cette situation, et donc aussi à la circulation de fake news, etc., avec, je dirais, une attitude autoritaire, dans le sens, nous, historiens, nous savons, nous, qu'est-ce que c'est le passé. Je ne suis pas en train de remettre en discussion, je dirais, la qualité du travail des historiens, mais ce que je veux dire, c'est que il me semble que le danger, c'est de penser qu'il n'y a qu'une possibilité de description du passé, et que de ce point de vue, il faut chercher à développer notre capacité à être en désaccord, c'est-à-dire le fait que le désaccord fait partie du jeu scientifique, justement. Donc que ça, c'est extrêmement important. Or, il y a évidemment quelque chose c'est un processus difficile et qui demande aussi, je dirais, de développer une capacité d'écoute et de comprendre les opinions des autres aussi très antipathiques, et qu'il y a là quelque chose, un va-et-vient entre le dedans des institutions universitaires et le dehors, parce que évidemment nous sommes dans une phase où le désaccord n'est pas très aimé dans le monde. Donc comment nous pouvons continuer à cultiver, je dirais, ce désaccord me semble être une dimension politique extrêmement importante. Et pourquoi le doute contre le soupçon? Parce que voilà, vis-à-vis de ce soupçon qui, je dirais, contre l'histoire et contre les sciences sociales en général, il me semble que le risque, encore une fois, c'est de dire qu'il n'y a qu'une vérité. Et que donc, voilà, avoir l'idée d'une vérité, c'est pour ça que je parle de fragilité de la vérité, me semble être un apprentissage extrêmement important. Merci. Et c'est vrai que la revue est le lieu de ce dissensus-là, et n'oublions pas que Communication a été fondée en 61, après toute l'aventure Argument, qui était un lieu où effectivement il y avait du dissensus, et on n'hésitait pas à se mettre en doute, quoi, remettre les choses en doute et en question. Alors, Evelyne, peut-être? Je vous remercie très vivement, en tout cas, pour votre lecture de ce numéro de Communication et pour toute votre discussion et les remarques critiques aussi que vous avez émises, que j'ai trouvées extrêmement justes et pertinentes. Je vais réagir de façon générale par rapport à vos trois interventions. Donc j'ai été très sensible à la question du décentrement qui me paraît extrêmement juste.
Je pense quand même que ce que montre très clairement ce numéro, c'est le fait que qu'on soit dans des régimes illibéraux ou dans des régimes démocratiques, au point où nous sommes rendus, nous sommes tous dans le même bateau et que le bateau, voilà, est quand même. Voilà, le numéro est sorti juste avant le mois de juin. Voilà, on s'est inquiété de ce qui allait se passer à la fin du mois de juin en France. Voilà, et donc on n'est plus dans un monde où il y aurait les uns et les. Voilà, tout ça, ça chavire de façon extrêmement forte. Et donc, ce qui est aussi m'a marqué à travers vos 3 interventions, c'est votre insistance sur le fait qu'il fallait un collectif, alors avec des périmètres et des formes différentes, mais un collectif de sciences sociales aussi pour essayer de garder une certaine autonomie, des libertés académiques, comment s'organiser, etc. Et j'ai le sentiment que effectivement c'est une réflexion qui est encore extrêmement embryonnaire, même embryonnaire à niveau national, encore plus à un niveau international ou transnational qui se voudrait fédératif, et que effectivement on a le sentiment qu'il y a d'être, ou que tout le monde est relativement démuni quand même par rapport à ce qui se passe. Et aussi, peut-être que c'est pas très organisé ce que je suis en train de dire, mais dans le sentiment d'être dans le même bateau, il y a aussi quand même le sentiment de cette espèce de convergence, ou en tout cas que ce qui relève du néolibéralisme d'un côté, ce qui relève des formes d'autoritarisme diverses et variées, l'une et l'autre des choses s'alimentent mutuellement et convergent dans un même lit qui est en train de se creuser, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur la dimension collective, et j'ai trouvé justement extrêmement important dans cette optique-là ce que vous dites chacun à votre manière sur le fait qu'il faut être absolument dans la réflexivité, l'auto-analyse, dans le fait de balayer d'abord devant sa porte, etc. Voilà, et de s'interroger aussi sur, sur ce qui peut se passer également dans les mondes académiques et qui sont susceptibles d'aller dans le sens d'une restriction des libertés académiques. Je crois que c'est des éléments qui sont très importants. Et peut-être que ce qui me paraît aussi relativement paradoxal et que je voudrais souligner, c'est que d'un côté, les sciences sociales sont attaquées en tant qu'elles représenteraient une menace, ou en tant qu'elles influenceraient, elles propageraient des idées dans la société, etc., etc. Et d'un autre côté, on peut aussi avoir le sentiment que, à bien des égards, au contraire, elles n'ont plus aucune force de diffusion et qu'elles sont réfutées en disant que non, c'est des choses pas vraies, etc. Et qu'on va remplacer par des réalités parallèles, des fake news, tout ce qu'on veut, en ne tenant absolument pas compte. Et donc il y a ces deux mouvements. À la fois, on les crédite d'avoir une influence, de provoquer tout un ensemble de comportements, d'éléments, etc. Et en même temps, on leur refuse tout crédit, on ne voit pas sur quelle légitimité elle se fonderait. Voilà. Et une des réponses qui a pu émerger, en tout cas pour les sciences exactes, pour la question du changement climatique, c'est le fait de créer, par exemple, un GIEC, c'est-à-dire un groupement international d'experts sur le climat. Et il y a des choses qui peuvent aussi émerger, analogues dans certains domaines des sciences sociales, qui visent à fédérer l'ensemble des travaux au niveau international pour en montrer en tout cas le fondement ou le caractère sérieux, et essayer de lutter contre le fait qu'il serait balayé d'un revers de main au nom de quelque chose qui serait soi-disant militant, non rigoureux. Voilà, ça serait des dimensions, mais en tout cas les réponses par rapport à ce mouvement de menace contre les sciences sociales et les sciences humaines, etc., elles restent, me semble-t-il, relativement embryonnaires. Voilà, ce qui est assez inquiétant.
Bien, on peut peut-être, sauf si Françoise veut rebondir, on peut peut-être passer aux questions. Il nous reste un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Merci pour ce beau débat et pour cette inquiétude dont il témoigne, dont ce beau numéro témoigne. Je voudrais juste dire deux choses, et ça rebondit sur ce que tu viens de dire, c'est la question du lien entre sciences exactes et sciences sociales. Il me semble que le fait que le climato-sceptisme soit un point idéologique revendiqué par des partis politiques très importants et très menaçants se présente comme une espèce de déni du monde scientifique international et des recherches les plus pointues concernant le réchauffement climatique et ses causes, est totalement stupéfiant. C'est-à-dire, comment se fait-il? Et ça, c'est une question de sciences sociales. C'est-à-dire, pourquoi les forces les plus réactionnaires de la planète sont climato-sceptiques? On sent bien des réponses. Mais là, c'est pas le moment. Mais je veux dire, c'est une question de sciences sociales et c'est une question absolument cruciale et urgente. Et je pense qu'il faudrait que les sciences sociales se mettent vraiment aux côtés des sciences exactes menacées, elles aussi, gravement, avec des effets politiques terribles, à côté et à égalité dans ce mouvement de « attention, qu'est-ce qui se passe ? Ne soyons pas soupçonneux, soyons seulement, on est dans un état de doute, mais qu'est-ce qui se passe dans cette menace qui s'accroît, compliquée, stratifiée contre les sciences ? La dimension empirique des sciences qui amènent des données, par exemple sur les vaccins, que sais-je, sur l'histoire de la violence, des données qu'on ne peut pas nier sans être, moi je vais appeler ça révisionniste scientifique, si vous niez, voilà. Alors donc là, je trouve que là, il y a vraiment une réflexion à avoir. Et la deuxième réflexion concernant les sciences sociales, il me semble que, bien sûr, le doute à l'intérieur du cercle, que le doute, le conflit intellectuel le plus aigu est prenant autrui au point le plus fort et le plus intelligent de sa critique, et non pas dans sa faille. Et donc, oui, le débat conflictuel est un outil central. Mais il me semble que depuis 2 siècles presque, de sciences sociales compréhensives, d'enquête, je ne parle pas d'histoire, mais les historiens aussi maintenant, il me semble que sur des points comme le racisme, la violence, l'effet de frontières, des questions économiques, il me semble que les sciences sociales ont produit des énoncés assez robustes pour qu'ils soient aussi forts dans le débat collectif et dans le débat politique et culturel qui se déploie sur nos écrans, des énoncés aussi forts que les énoncés des sciences exactes, sauf qu'évidemment, souvent, ce sont des énoncés qui sont des textes, et non pas des chiffres, mais des textes. Donc des textes qui reflètent, par exemple, sur, que sais-je, concernant la violence ou le racisme, ce mécanisme, par exemple, d'effet de frontières, qui est un mécanisme très intéressant pour constituer une perspective de description de certaines situations de violence. Cet exemple-là, ça n'existe, c'est-à-dire à quel point c'est robuste, c'est un genre de robustesse scientifique particulière aux sciences sociales qui devrait être entendu, qui devrait être même, je dirais, enseigné dans le secondaire. Et ça ne dépend pas tellement de la méthode, ça peut être intuitionniste, pontéiniste, ou ça peut être démontré, ou il faut que ce soit démontré in fine. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait que j'enlève ce mot, mais prendre en compte ce qu'il y a de robuste dans les sciences sociales concernant les problèmes de société cruciaux politiques, de racisme. Le racisme n'est pas tombé en désuétude, et ni la violence sociale. De le prendre en compte pour que ça rentre un peu dans le jeu du discours collectif. Voilà, le lien avec les sciences exactes et ce qu'il y a de robuste dans ce qu'amènent les sciences sociales depuis 2 siècles, surtout anthropologie, les sciences sur enquête, ethnologie, anthropologie et sociologie compréhensive depuis l'école de Chicago. Waouh, alors là, merci. Hein. Alors la robustesse du bateau, quoi. Oui. Qui se lance? Oui, non, moi je veux bien essayer de répondre à ma façon. C'est-à-dire que la vraie question, je trouve, c'est est-ce qu'il suffit qu'un énoncé soit vrai ou qu'un résultat soit scientifique pour qu'il soit accepté? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a le phénomène que j'ai pointé, les idéologies. Donc vous aurez beau dire à quelqu'un qui est orienté vers la pensée réactionnaire, lui montrer des tas d'études, des tas de preuves concernant des phénomènes de racisme, etc., il y a peu de chances que vous arriviez à le convaincre. Hein. Donc, à mon avis, les enquêtes que nous devons faire,
c'est sur l'idéologisation de la société, c'est-à-dire comment les groupes sociaux sont en train de s'orienter vers des idéologies qui ensuite les rendent complètement imperméables à un discours de sciences sociales. Et donc à ce moment-là, et ça on peut le faire nous, les sciences sociales, on peut comprendre les dynamiques qui font que, par exemple, je prends un seul exemple, dans la fonction publique, dans l'état social en France, de plus en plus de gens qui votaient à gauche votent à l'extrême droite. Donc de plus en plus de gens, vous allez pouvoir leur dire des tas de choses sur ce que les sciences sociales ont montré, en fait, sur le caractère construit de la division sexuelle ou sur je ne sais quoi. Ça risque de plus marcher comme ça marchait auprès de ces gens ou de leurs prédécesseurs il y a 30 ans. Et donc voilà, pour moi, une urgence du travail, en tout cas en sociologie par exemple notamment, c'est de travailler sur les dynamiques qui font que des gens, et là il faut repartir aussi de leurs conditions de vie, de leur façon de raisonner, des problèmes pratiques qu'ils rencontrent, etc. Et de l'offre idéologique qui s'offre à eux, et on est aussi obligé de le dire, d'une certaine absence d'une offre de gauche qui permette de saisir autrement ces problèmes qu'en s'orientant vers l'extrême droite. C'est ça aussi que moi je vois, il y a aussi une absence, un vide. Et je termine là-dessus, à mon avis, ce vide, il a une correspondance quand même, et là on revient à balayer devant notre porte, il a peut-être une correspondance avec la production même des sciences sociales, qui hésite parfois à traiter certains sujets. Moi je pourrais donner beaucoup d'exemples de sujets qui sont sous-traités pour des raisons idéologiques en sociologie. Par exemple, j'en donne un seul, mais le fait qu'il y a plus de risques pour une femme des classes populaires d'être victime de violences sexuelles, pour une personne LGBT+, des classes populaires d'être victime de violences sexuelles, si elle est des classes populaires, c'est une espèce de tabou dans mon milieu. Les gens ne veulent pas entendre parler de cette affaire parce qu'ils ont peur que ça stigmatise les classes populaires. Mais pendant ce temps-là, il y a énormément de femmes et de personnes LGBT des classes populaires qui ont objectivement plus de risques d'être victimes de violences. Donc la sociologie se désintéresse de ça, les partis politiques de gauche aussi, et puis vous avez des gens qui déboulent avec des discours très anti-sciences sociales et très simples en disant que c'est la faute des telle population d'agresseurs, etc. Voilà, pour moi c'est ça le point qui doit nous mobiliser, c'est comprendre comment la société actuelle est en train de se politiser dans le sens où elle se politise. Et je redis ce qu'a dit Nicole Lapierre, enfin l'interprétation qu'elle a faite avec cette formule, balayer devant sa porte, c'est-à-dire aussi se poser la question de ce qu'on fait nous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un défaut dans les sciences, l'offre de sciences sociales, c'est ça que je veux dire. La question des relais aussi qui a été évoquée. Alors la réponse de la revue. De réponse, en fait, moi je voulais juste ouvrir pour aussi permettre aux auteurs présents dans la salle de prendre la parole, de répondre, de participer, parce que tout l'intérêt c'est pour ceux qui sont présents dans la salle, et pour nous c'est de les entendre. Je viens de dire 2 mots. Non, mais je voulais réagir bien sûr à la question du décentrement. Alors c'est vrai que je suis assez d'accord que le numéro, c'est comme, je ne sais plus qui a utilisé le terme tête de gondole, quoi. C'est des gros. Mais en plus, je pense que c'est aussi des exemples presque archétypiques de l'action de l'État politique sur les sciences sociales. Or, quand on évoque l'Ukraine, ce que je pense assez compliqué, c'est que il y a une liberté, enfin il y a des formes de liberté académique évidentes aujourd'hui. Il y a effectivement tout ce regard décolonial et par rapport qui développe et qui a une forte marque sur nous-mêmes, ce qui est extrêmement importante, extrêmement positive. Et en même temps, au sein même de l'Ukraine, il y a des pressions assez fortes parce que toute la question, c'est comment construire une histoire nationale. Comment construire. Enfin, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des pressions entre historiens sur ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit, et qui, je pense, peut aussi provoquer un certain nombre de contraintes sur les. Je parle des historiens, sur les écrits des historiens. Je pense par exemple à la difficulté qu'a une historienne ukrainienne de parler des violences au sein des mouvements partisans, de l'ON ou pas, des violences contre les femmes. Ou alors la difficulté de parler de la dimension, du fait que les Ukrainiens orientaux, en tout cas, ont participé à la politique impériale de l'Empire russe. Et du coup, là, la question des libertés académiques, enfin, elle
elle n'est pas tellement, l'État n'intervient pas, intervient peu là-dedans, mais elle est plus au sein de la communauté académique. Alors il n'y a pas de censure, hein. Là pour revenir à la question, il n'y a pas de censure, mais il y a une difficulté de traiter de certains, alors d'autant plus en temps de guerre, et là je peux comprendre complètement. On est dans des situations d'extrême où effectivement c'est encore plus difficile. À côté de ça, il y a une liberté complète d'usage des... Par exemple, on peut parler de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, les archives sont complètement ouvertes, et un autre exemple, je parle de 2 exemples sur lesquels mes 2 terrains principaux, c'est l'Ukraine et la Lituanie. C'est un peu pareil en Lituanie. Il y a, par exemple, il y a eu des décisions sur le fait qu'on ne peut pas nier le fait que les soviétiques ont mené un génocide contre la population lituanienne. Légalement. Enfin, il y a un texte là-dessus. Donc, on est effectivement sur des reconstructions d'histoire nationale, mais qui sont dans des contextes complexes, et les tensions sont plus interacadémiques que l'État par rapport à ça. Où l'État, on a un peu l'impression qu'il s'en fiche un peu finalement. Il laisse, voilà. Et ça, je crois que c'est aussi important à prendre en compte. Et on aurait, et effectivement, après ce qu'a dit François, je me suis dit, mais j'aurais pu dire, non, je ne parle pas de mémorial, je parle de l'Ukraine. Mais j'aurais eu beaucoup de mal. Non, je pense qu'il faut parler des 2, précisément. Oui, il faut parler des 2, je suis d'accord. Mais, voilà. je pense que c'est des problématiques assez différentes, en fait. C'est pas tellement l'État sûr, c'est interne à la communauté académique. Oui. Bon, voilà. Non, ce que tu viens de dire et de détailler, évidemment, extrêmement important, et je n'ai pas élaboré là-dessus, mais on rejoint d'une certaine façon un certain nombre de questions qui viennent d'être posées par Cyril, tout simplement. C'est-à-dire de quoi peut-on parler, quand, avec qui. Mais en fait, à la limite, là, le travail précisément du sociologue, c'est d'aller voir précisément comment se construisent ces savoirs et comment ils se fabriquent. Et voilà. Donc, c'est aussi de travailler avec les acteurs locaux et pas seulement avec les acteurs académiques, parce que l'autre problème, c'est de rester à des niveaux de généralité qui sont effectivement, qui portent beaucoup sur, voilà, question d'essence sociale vue de ce point de vue académique, mais aussi d'aller faire ces fameuses enquêtes empiriques, d'aller parler, d'aller voir quels sont les savoirs qui s'élaborent en société, voilà, dans des contextes aussi, face à des épreuves aussi lourdes, des contextes aussi difficiles. Et j'avais juste une petite remarque quand même, qui était cette idée de tous dans le même bateau. C'est-à-dire que oui, mais non aussi, quoi. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut faire attention quand même à pas comment dire, l'addition de multiples cas en arriver à une conclusion générale aussi lourde. Et je pense qu'il faut qu'on reste quand même tout le temps très attentif à que se passe-t-il dans cet endroit en ce moment, parce que sinon c'est là aussi qu'on perd en crédibilité. Si on dit tout le temps tous dans le même bateau, ben en fait non, en fait, enfin voilà, ça pose un problème aussi de réception, des problèmes qui sont quand même très différenciés, qui s'articulent différemment suivant les espaces et les contextes, etc. Donc je serais un tout petit peu plus prudente sur cette expression en tout cas. Bonsoir. Lionel Obadia, donc je suis anthropologue et il se trouve qu'une partie de ma vie est consacrée depuis quelques années au pilotage de la recherche. J'ai dirigé le département des SHS de l'ANR. Je suis président de la SH3 de la Starting Grant de l'ERC. Je suis expert à l'Europe depuis 10 ans. Sur mon papier, j'ai juste essayé de dire d'autres choses en disant, essayons de déplacer un tout petit peu la focale, trouvons des métriques qui vont nous permettre d'évaluer aussi un certain nombre de choses. Le financement de la recherche. Alors on a évidemment un certain nombre d'épouvantails en disant, ah, l'ANR, le gouvernement, etc., etc. En fait, si on regarde bien, il y a possibilité aussi d'avoir des petits signaux, ce qu'on appelle des signaux faibles dans certaines sciences, qui montrent qu'il y a des déplacements et que effectivement, alors bon, vu en silo du point de vue de nos disciplines, on se dit ah oui, mais on a de plus en plus de difficultés. Il y a des conditions effectivement aussi politiques. Mais si on rajoute le facteur économique et le pilotage de la politique scientifique, là on a un tableau beaucoup plus complexe. Et il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Je donne juste un exemple. Il se trouve que depuis 2 ans maintenant, je suis dans le comité scientifique, chercheur actif dans un PEPR, donc à 34 millions de robotique qui accueille des sciences sociales, et un autre sur la collaboration numérique de 48 millions et qui n'attend que les sciences sociales. Et là, le stéréotype, c'est les sciences sociales vont amener la pensée critique. On en parlait tout à l'heure, la grande pensée critique qui a eu des hauts et des bas. Et donc, faut aussi peut-être élargir un tout petit peu la focale en se disant où sont les autres espaces qu'on n'a pas encore explorés dans lesquels les sciences sociales se sont déployées. Alors avec le fameux chapeau de l'interdisciplinaire,
d'interdisciplinarité qui est au contour mal défini, parce que le cadrage fait par les instances bottom-up ne rendent pas compte de ce qu'on fait en top-down, ne rendent pas compte de ce qu'on fait en bottom-up quand on travaille effectivement avec ce genre de personnes. Et ce qui se passe du côté des autres, les PEPR dans lesquels je suis, il y a des anthropologues qui travaillent sur les PR, sur la vie et sur voilà, l'exobiologie et des choses comme ça. On s'est déployé par des initiatives qui sont des initiatives un petit peu moins visibles dans cet horizon. Et donc, c'était pas pour vous dire, oui, le futur des sciences sociales, on est sauvé, etc. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle les sciences sociales également, parce que j'ai entendu aussi je vais pas être trop long, hein, mais j'ai entendu aussi cette opposition entre sciences humaines et sciences sociales, la nomenclature européenne sur le financement de la recherche étant déséquilibre pour certains instruments en faveur des sciences humaines, entendu les humanités dans ce qu'elles ont de relativement classique, mais incluant l'histoire et la psychologie, et de l'autre des sciences sociales, mais incluant cette fois la science politique et l'économie qui est intégrée dans les sciences sociales. Bref, il y a des perspectives qui sont différentes, il y a des agencements taxinomiques et des agencements d'organisation de la recherche qui sont sensiblement différents. Donc, ok, peut-être pas tous dans le même bateau, peut-être une internationale effectivement des sciences sociales, à partir du moment où on a réglé le problème de la diversité des manières de faire et d'être dans les sciences sociales. Et puis voilà, il y a un petit nombre de signes à échelle de l'Europe et à échelle de l'international qui montrent que on n'a pas encore totalement la tête sous l'eau. Voilà ce que je voulais dire. Comme ça n'attend pas de réponse, Florent Pasquier, Sorbonne Université, je voulais vous remercier pour toutes vos présentations. J'ai entendu au début, vous avez utilisé le terme transdisciplinaire en présentant ce numéro, c'est une de mes spécialités, donc j'étais vraiment très heureux de l'entendre. On ne l'entend pas souvent, vous avez parlé d'interdisciplinarité. Juste avant, ma question est la suivante, mais en fait vous avez déjà un peu répondu. Je m'intéresse à des domaines que je ne vois pas trop à l'école, notamment la psychologie, les sciences de l'éducation, de la formation. Je me demandais pourquoi, et en fait le distinguo que vous venez de proposer en disant qu'en même temps c'était en débat, et ça m'intéressait parce que ce sont des domaines que je connais bien et où la question des libertés se pose également, et bien sûr notamment tout ce qui est éducation alternative d'un côté par exemple, ou bien tout ce qui est psychologie dite transpersonnelle de l'autre. Et donc je voulais savoir si ce type de recherche pouvait rentrer peut-être en dialogue d'un point de vue épistémologique. Monsieur Lemieux, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des disciplines frères ou sœurs et que c'est intéressant de venir se frotter un peu de temps en temps sans tomber dans le holisme ou des choses comme ça. Merci beaucoup. Patrick Fridanson, je voulais, et je m'en suis ouvert avant à Philippe Roussin, dire les désaccords que j'ai avec l'article d'Olivier Beau. Et pourquoi pas avec la fin ou avec la deuxième moitié, c'est-à-dire la distinction entre liberté académique et liberté d'expression. Mais sur toute la première partie, parce que c'est une vision que je trouve extraordinairement réductrice. Il y a un certain nombre d'ennemis sur lesquels on tape page par page, le Conseil d'État, les administrations, les ministres, les femmes et les hommes politiques. Et la liberté académique, et je n'exagère pas, est réduite au métier de professeur. Donc il y a là, à mon avis, une conception du droit, de la position du juriste, et appuyée naturellement sur le texte très célèbre de Max Weber sur le savant et le politique, où il y a des invariants, qui est le porteur de la liberté académique, c'est le professeur, et il a des ennemis héréditaires de génération en génération. Et je pense que ça affaiblit la thèse de l'article, et ça affaiblit la notion de liberté académique. Celle-ci, elle est portée par plein d'acteurs au sein du monde universitaire. Ces acteurs sont en désaccord, ils présentent plusieurs versions, et ces acteurs, ils sont dans la société. Il n'y a pas une forteresse qui serait la liberté académique. Bon, Olivier Beau n'est pas là, donc il ne peut pas te répondre, c'est délicat. Mais que le juriste est un... Enfin, d'abord, tu n'es pas le seul, effectivement, à avoir ces réserves. Par exemple, Sébastien Weig en avait, c'est-à-dire, mais quid des étudiants, par exemple. Bon.
Mais je pense que c'est aussi le point de vue normatif. D'abord, ensuite, c'est le point de vue normatif quand même d'un juriste, qui n'est pas forcément effectivement celui des autres disciplines des sciences sociales. Et puis je dois dire que quand même c'était important de faire appel à Olivier Beau, parce que c'est quand même le seul qui ait écrit 2 livres en 10 ans sur cette question. Et ailleurs, la question de la liberté, enfin, les débats autour de la liberté académique en termes sérieux en France ne font qu'émerger. Non, mais je veux dire, au niveau des, tu vois, au niveau des publications, etc., enfin bon, c'est... J'entends ton silence rebuté, j'entends ton silence rebuté, ta parole silencieuse. C'est la prochaine séance donc sur un article, hein, c'est ça. Voilà, Cyril, tu voulais répondre et puis éventuellement, je peux répondre sur la question sur la psychologie. Enfin, si, très rapidement. Hein. Donc, je pense qu'en fait, il y a plusieurs visions. Moi, j'ai proposé une vision des sciences sociales. Il y en a d'autres. Hein, je dis pas. J'explicite simplement la mienne. Il y a généralement des visions, je dirais, plates, où vous avez telle discipline à côté de telle autre, etc. Elles se valent toutes, elles contribuent toutes aux sciences sociales. Bon, moi, c'est pas ma vision. Moi, j'ai une vision avec un noyau et une périphérie. Bon. Et alors, ça donne pas la même interdisciplinarité. L'interdisciplinarité que ça donne, ce modèle, c'est que d'abord, le fait que les disciplines périphériques, pourquoi elles ne sont pas dans le noyau, c'est qu'elles s'opposent au noyau par rapport à une dimension. Par exemple, elles ne sont pas holistes. Et donc, elles sont intéressantes. C'est parce qu'elles ne sont pas holistes qu'elles sont intéressantes, parce qu'on va pouvoir dialoguer. Alors, il faut qu'ils veuillent dialoguer quand même, hein, ces gens. Des deux côtés, je veux dire. Mais ça pourrait être très intéressant. Vous voyez, par exemple, en sociologie, la sociologie est plutôt holiste, mais il y a un courant minoritaire, individualisme méthodologique. Moi, je dis qu'il a son intérêt, hein, c'est pas du tout. Mais voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, dans ces disciplines où domine l'individualisme méthodologique, par exemple, donc pour moi c'est l'économie, la psychologie et le droit, il y a des courants minoritaires qui sont plus holistes. Donc il y a une forme de psychologie. Autrefois, dans cette école, il y avait de la psychologie sociale, par exemple. Il y a des formes de psychologie qui sont plus sociales, mais qui sont dominées, qui sont extrêmement dominées aujourd'hui par les formes dominantes de la psychologie cognitive, parce qu'il y a aussi une forme de psychologie cognitive qui est plus holiste. Bon, bref. Donc là, les accrochages, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que dans le mouvement inverse, ce serait pour l'école de valoriser les courants minoritaires de ces disciplines. Voilà. C'est un échange, moi ce que j'appelle dialogue, c'est ça. Mais alors, c'est certainement pas la confusion. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, tous ces débats sur l'interdisciplinarité, ils souffrent quand même, à mes yeux en tout cas, d'un déficit abyssal de réflexion sur les gaps épistémologiques entre des disciplines. On fait comme s'il suffisait de se mettre autour de la table, et puis on va tous, parce qu'on s'intéresse au social. Mais le social n'est même pas considéré de la même façon. Si vous êtes un économiste, vous considérez que c'est une agrégation de comportements individuels, de manière générale, bien sûr. Encore une fois, il y a des courants minoritaires. Et puis, pour un anthropologue, le social, ce n'est pas du tout une agrégation de comportements individuels. Donc, ces problèmes épistémologiques devraient être mis sur la table plutôt que ce slogan pénible, je veux dire, de faites de l'interdisciplinaire, faites de l'interdisciplinaire. Quant à l'interdisciplinarité, donc moi, j'ai rien contre ça, au contraire, hein, l'interdisciplinarité. Mais c'est un gros boulot. Et il faut être bien conscient des enjeux épistémologiques. Sinon, ça donne des trucs bricolés. Et en fait, pour moi, ça donne aucun résultat scientifique très probant. Et par rapport aux sciences de la nature, c'est pour moi la même chose. Hein. Donc l'articulation, elle est vraiment importante à faire, aussi parce qu'on sent bien qu'il y a une demande sociale autour de l'écologie et d'autres sujets, la santé, etc., la robotique, l'IA, tout ça. Il y a nécessité, on le sent bien, mais moi je trouve qu'on est très en retard sur la façon de penser ces articulations d'une manière qui soit vraiment profitable aux deux côtés. Très bien. Merci beaucoup. Je propose de clore le débat. Donc, de continuer le débat dans la salle à l'arrière. Et puis, la librairie Chan vous permet à la fois d'acquérir, si jamais vous ne l'aviez pas, le numéro 114 sur les libertés pour les sciences sociales, et puis le dernier numéro qui vient juste de paraître sur la chorégraphie, en fait, c'est ça, hein, danser en lutte, c'est
Danser en lutte, d'accord. La lutte en tant qu'elle est, la danse en tant qu'elle est un moyen de lutter dans des luttes sociales. Très bien, donc la lutte continue. Bonne soirée, merci. Et donc on continue autour d'un verre à l'arrière. Merci encore.